Regarde une photo de toi quand tu avais 1 an. Tu penses probablement que tu regardes une version plus jeune de toi-même et que tu as simplement oublié ces premières années. Mais biologiquement, ce n'est pas vrai. Ton cerveau n'a pas simplement égaré ses souvenirs, il a activement formaté le disque dur. Ce bébé sur la photo, ce n'est pas toi. C'est une entité complètement différente dont l'esprit a été physiquement démonté et réécrit pour que ta conscience actuelle puisse exister. Voilà pourquoi tu ne te souviens pas avoir été bébé. Chapitre 1. L'étranger, dans l'album. Tu as probablement entendu le mythe selon lequel le corps humain se remplace physiquement tous les 7 ans. Mais comme beaucoup de ces faits scientifiques populaires, souvent répétés sur internet, ce n'est qu'à moitié vrai. Alors que les cellules de ta peau et de ton intestin, exposées au soleil et à l'acide, se renouvellent toutes les quelques semaines, tu garderas beaucoup de tes cellules de bébé toute ta vie. Par exemple, seulement environ 40% des cellules de ton cœur se renouvellent au cours de ta vie. Le reste reste en place sur le long terme. Mais tes souvenirs, eux, ne sont pas aussi durables. Tu ne peux pas te souvenir d'être le bébé sur la photo, mais le plus effrayant, c'est que voir cette photo te fera croire que tu t'en souviens. Dans un processus que les scientifiques appellent l'amnésie infantile, ou l'amnésie de l'enfance, une série de mécanismes complexes mais pas mystérieux remettent l'état mental à zéro. À leur place, il y a un grand vide opaque sur lequel les informations actuelles peuvent facilement s'imprimer. Le bébé sur l'album n'a plus rien à voir avec la personne que vous êtes devenu aujourd'hui. Tellement étranger que quelqu'un pourrait vous montrer la photo d'un autre bébé, et vous commenceriez à croire que c'était vous. Petit à petit, les anciens souvenirs sont passés à la déchiqueteuse, et remplacés par de nouveaux. À quel moment cesse-t-on d'être l'ancien soi-même ? C'est une question tellement troublante que les philosophes ont 2 modèles différents pour cela. Le bateau de Thésée et le paradoxe du tas. Si, au fil des décennies, chaque pièce d'un navire est remplacée lors des réparations jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune d'origine, on peut se demander s'il s'agit toujours du même navire. Dans le second, il faut considérer un tas de sable. Combien de grains de sable faut-il enlever avant qu'il ne cesse d'être un tas ? Ou dans notre cas, combien de souvenirs dans ce cerveau de bébé doivent s'effacer avant que le bébé ne disparaisse lui aussi ? Es-tu réel ? As-tu toujours été le même ? Ou scientifiquement ? Étais-tu le 2e locataire attendant dans les coulisses pendant le développement du cerveau du nourrisson, prêt à emménager ? Chapitre 2. L'illusion du matériel. La première chose que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas parce que les bébés fonctionnent avec un matériel faible. En fait, c'est exactement le contraire. Le cerveau d'un bébé est en réalité une Ferrari haute performance comparée à la vieille Honda Civic déglinguée que la plupart d'entre nous utilisons à l'âge mûr. Chez l'adulte, ton cerveau ne représente que 2% de ta masse corporelle totale. Avant ta naissance, c'est plus de 10 fois plus, 25% juste avant la naissance. Après la naissance, le cerveau représente encore 10% de la masse corporelle du bébé. Et pendant les 3 premiers mois de ta vie, ton cerveau continuera de croître d'1% par jour, lors d'une période de développement cérébral d'une rapidité incomparable. Le cerveau d'un nourrisson est une véritable éponge à données, avec 50% de connexions synaptiques de plus qu'un cerveau adulte. Si, adulte, tu avais le même cerveau qu'enfant, imagine la rapidité d'apprentissage de nouvelles compétences, langues et le développement de ta personnalité. La neuroplasticité serait incomparable. Plus d'1 million de connexions neuronales sont créées chaque seconde dans le cerveau d'un nourrisson, et ce processus exige un coût métabolique insensé. 60% de l'énergie d'un bébé est directement consacrée au développement de son cerveau. À 3 ans, votre cerveau est 2 fois plus actif que celui d'un adulte. Quand on le voit sous cet angle, le bébé ou le tout petit moyen est un super ordinateur qui rampe et babille avant même de pouvoir réciter son alphabet. Évidemment, vous ne perdez pas tous vos souvenirs d'enfance parce que votre cerveau de bébé est faible. L'effacement de votre moi infantile n'est pas un bug du système, c'est voulu. Le cerveau du nourrisson encode facilement les souvenirs à court terme. Mais un goulot d'étranglement structurel dans l'hippocampe limite les souvenirs à long terme. C'est une petite partie de votre système limbique qui organise vos souvenirs en choisissant quels souvenirs à court terme seront profondément encodés en souvenirs à long terme. Comme l'indique l'étude de référence sur le sujet, pendant la petite enfance, les niveaux de neurogenèse hippocampique sont élevés et les souvenirs nouvellement générés ont tendance à être rapidement oubliés. On libère de l'espace pour du neuf en éliminant l'ancien, qui ne revient jamais une fois parti. Mais ce n'est pas le seul processus qui semble déterminé à anéantir votre moi d'enfance. Il s'avère que la croissance même de votre cerveau pourrait bien être le coup de grâce ultime. Chapitre 3. Le formatage du disque dur.
Les recherches de 2014 de Paul W. Franklin et Sheena A. Jocelyn sur la nature de la neurogenèse, la création de nouveaux tissus neuronaux, ont complètement changé notre vision de la façon dont le cerveau s'auto-détruit pour renaître. Ils appellent cela un mécanisme de nettoyage. Cela empêche le cerveau de s'encombrer de données inutiles, comme des mots de passe obsolètes, d'anciens numéros de loterie, ou ce que vous avez mangé au petit déjeuner il y a 3 ans. Garder toutes ces choses dans votre cerveau ressemblerait probablement plus à une malédiction qu'à un super pouvoir. Le mécanisme de nettoyage particulier que Franklin et Jocelyn ont identifié a tout à voir avec la façon dont de nouvelles cellules sont générées dans la zone sous-granulaire du gyrus denté. C'est là qu'elles se multiplient d'abord, avant de rejoindre plus tard les circuits de l'hippocampe. C'est ce qui se passe lorsque vous vivez de nouvelles expériences, et que, ce faisant, créez de nouveaux souvenirs. Imaginez que vous avez une boîte pleine de balles en plastique, un peu comme celle que l'on trouve dans une piscine à balles. Ensuite, on vous donne une nouvelle balle, et on vous demande de la placer au fond de la boîte, sans déplacer aucune des autres balles. Impossible, n'est-ce pas ? C'est ainsi que les nouvelles cellules formées dans la zone subgranulaire du gyrus denté affectent la structure de l'hippocampe. Il est impossible d'ajouter du nouveau à un système fermé sans en changer profondément le contenu. Pour citer les résultats de l'étude, à mesure que de nouvelles cellules s'intègrent dans l'hippocampe, elles remodèlent nécessairement les circuits existants. Ce remodelage peut dégrader les souvenirs déjà stockés dans ces circuits. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter aux circuits, mais de les brouiller. Plus vous apprenez, moins vous savez. Grandir, à la lumière de ces découvertes, s'apparente à une mise à niveau de la RAM sur un ordinateur en marche. C'est une incursion violente qui bouleverse l'ordre établi et déchire l'architecture mentale déjà en place. Cette recherche représente un changement de paradigme radical pour de nombreuses raisons. Analysez comment souvenirs anciens et nouveaux interagissent. Cela suggère qu'en ciblant certaines zones du cerveau, nous pourrions découvrir de nouveaux traitements pour les troubles affectant la mémoire, tels que l'amnésie ou la démence. Cela s'inscrit aussi dans un schéma inquiétant. La personne que vous étiez bébé semble totalement condamnée par le destin à cause des processus inhérents à votre corps et à votre cerveau en grandissant. Et ce qui est fou, c'est que nous commençons à peine à entrevoir combien de processus naturels du corps semblent participer à cette conspiration contre votre propre esprit. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. 4. Le massacre synaptique. Le cerveau humain, c'est comme dans l'immobilier. La place compte toujours. La taille de votre crâne limitera toujours la taille physique de votre cerveau. La taille physique de votre cerveau limitera à son tour toujours le nombre de connexions synaptiques possibles en son sein. Comme je l'ai dit plus tôt, quand vous êtes un nourrisson, votre cerveau est une véritable éponge pour toutes les informations du monde qui vous entoure. Durant cette période, vous assimilerez de nombreuses informations, du langage au fait de savoir qu'il ne faut pas toucher une cuisinière brûlante. Inévitablement, comme quelqu'un qui clique sur le lien de téléchargement de chaque fichier qu'il voit sur Internet, votre cerveau va aussi aspirer beaucoup de déchets, qui peuvent aller du simple inutile au carrément dangereux. Ainsi,
Quand une personne entre en puberté, son esprit traverse une phase intense d'élagage synaptique, impliquant en pratique l'effacement massif de nombreux souvenirs. Et si vous regardez ceci et que vous avez entre 12 et 30 ans, cela vous arrive en ce moment même. Vous êtes là, dans cet espace liminal entre la mort de ce que vous étiez et l'avènement de ce que vous deviendrez, et les synapses qui seront élaguées dépendent entièrement de chaque personne. Pensez-y comme au principe du « si on ne l'utilise pas, on le perd », ou les connexions synaptiques que vous utilisez le plus pendant cette période, les souvenirs des personnes et des lieux que vous voyez le plus souvent, les compétences que vous utilisez le plus, et ainsi de suite, vont se renforcer. Les connexions qui sont sous-utilisées vont dépérir et mourir. Vous tirerez de nombreux bénéfices du processus d'élagage synaptique, allant d'une concentration accrue à une mémoire plus claire, en passant par un meilleur traitement sensoriel. Mais pour l'ancien occupant de votre corps, c'est en quelque sorte l'accomplissement de l'Armageddon. Vous atteignez votre niveau maximal de synapses vers l'âge de 3 ans, et entre ce moment-là et 10 ans, vous verrez un incroyable 50% de vos synapses supplémentaires complètement éliminées. C'est comme si une ville supprimait la moitié de ses routes et ponts pour réduire les embouteillages. La partie fascinante mais tragique de tout cela, c'est que vous ne saurez jamais vraiment ce que vous avez perdu. Mais même si vous pouviez surmonter l'obstacle neurologique pour comprendre tout cela, il y a une autre porte verrouillée derrière celle-ci. Et celle-ci est purement psychologique. Chapitre 5. Le miroir et le fantôme. À quel moment commencez-vous réellement à penser à vous-même comme étant vous ? C'est le genre de question que les gens se posent entre eux lors d'une fête vers 2h du matin, après avoir un peu trop bu. Les psychologues ont étudié cette question en profondeur depuis des décennies et créé un test brillant, le MSR, ou test de reconnaissance de soi dans le miroir. En 1970, le psychologue Gordon Gallup Jr. a eu l'idée brillante que le degré de conscience de soi chez l'humain ou chez tout autre animal pouvait être mesuré par leur capacité à reconnaître leurs reflets comme étant eux-mêmes, et non un autre animal. La version pour les bébés humains, appelée test du rouge, consiste à dessiner un point de maquillage rouge sur une zone de la peau de l'enfant qu'il ne voit pas, souvent sur le front. Si le bébé voyait le point rouge dans le reflet, et portait immédiatement la main à son propre front plutôt qu'au miroir lui-même, c'était un signe assez fort qu'il avait un certain degré de conscience de soi. Mais voici la partie intéressante. Au cours des 12 premiers mois de leur vie, dans la plupart des cas, les bébés échouaient presque tous au test du miroir. Ils ne voient pas la petite créature chauve et baveuse dans le miroir en se disant « c'est moi », parce que leur sens du moi ne s'est pas encore vraiment solidifié. Au contraire, dans les premières études humaines, ils voyaient leur reflet dans le miroir comme un partenaire de jeu. Ce n'est qu'entre 20 et 24 mois que la reconnaissance a dépassé 65%. Donc, avant cela, presque la moitié des nourrissons voyaient simplement des étrangers dans le miroir. Comment pouvez-vous stocker des souvenirs de soi sans même savoir ce qu'est réellement le soi ? Les bébés doivent alors trouver une autre façon de contextualiser la mémoire. Mais notre principale méthode ne devient pas vraiment précodée. Chapitre 6. Le verrouillage linguistique. L'un des outils majeurs qui nous ont permis de dominer la Terre est notre capacité à communiquer par le langage oral et écrit. Notre vocabulaire, à bien des égards, et notre façon de tracer les frontières de notre imagination. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour le cerveau, avant que nous développions le langage ? Si le ressenti et la sensation sont les organes visqueux de la mémoire, alors le langage en est le squelette qui maintient le tout ensemble. Avant le langage, cette soi-disant mémoire préverbale ou somatique est encodée sous forme de pure sensation. En développant leur langage durant leurs 2 à 3 premières années, les enfants modifient profondément leur façon de mémoriser, utilisant le langage comme support mental. Et lorsque ce support change, le message est perdu. Une étude de 2002, menée par Gabriel Simcock et Arlene Haynes, a tenté de découvrir si l'acquisition de nouveaux vocabulaires permettait aux enfants de décrire des souvenirs préverbaux. Les résultats de leur test restent encore aujourd'hui incroyablement choquants. Au moment du test, les enfants de tous âges avaient acquis la plupart du vocabulaire nécessaire pour décrire l'événement cible. Malgré cela, ils n'ont pas mis en mots les aspects préverbaux de leurs souvenirs pendant le test. À aucun moment, un enfant n'a rapporté verbalement des informations sur l'événement, qui ne faisaient pas partie de son vocabulaire productif au moment de l'encodage. Nous concluons que le développement du langage joue un rôle central dans l'amnésie infantile. Autrement dit, dès que tu peux dire « au revoir, bébé », tu devrais en faire autant avec tous tes souvenirs d'avant. Mais quand tu découvres des informations troublantes comme celle-ci, tu peux te demander s'il y a des exceptions. Par exemple,
Que deviennent les souvenirs des personnes qui se rappellent presque tout? Chapitre 7. Le paradoxe. HSAM. Parfois, la mémoire peut être une malédiction. Imagine le moment le plus embarrassant de ta vie. Imagine pouvoir te rappeler ce moment avec une clarté absolue pour le reste de ta vie. Telle est la lutte des personnes dotées d'une mémoire autobiographique hautement supérieure, ou HSAM. Cela signifie qu'une personne atteinte de cette condition peut se souvenir parfaitement de tout ce qui lui est arrivé, spécifiquement. Cette condition est très rare, avec environ 60 personnes jamais diagnostiquées. Les recherches continuent, mais la meilleure hypothèse actuelle est qu'un lobe temporal et un noyau codé plus grand, impliqués dans la mémoire et l'apprentissage, expliqueraient pourquoi cela touche certaines personnes. Et l'existence d'une telle condition soulève une question fascinante. Même parmi les personnes qui sont censées avoir une mémoire parfaite, pourquoi tant d'entre elles ne peuvent-elles toujours pas se souvenir de leurs toutes premières années, lorsqu'elles étaient des bébés? Ces souvenirs hyper réalistes débutent généralement à la fin de l'enfance. Cela signifie que même lorsque vous avez une capacité de mémoire exceptionnelle, vous ne pouvez toujours pas échapper à la guillotine de la mémoire infantile qu'est l'amnésie de l'enfance. C'est une partie naturelle et inévitable de la vie. Mais il paraît impossible d'accepter cela comme une vérité absolue sans poser une autre question. Quel est le bénéfice évolutif de jeter nos premières années à la poubelle? Chapitre 8. Le dilemme de la stabilité et de la plasticité. Il est clair que le cerveau, en tant qu'organe, est toujours en train de changer, d'évoluer, de s'adapter à l'étape de la vie qui l'accompagne. Et au fur et à mesure que votre vie progresse, tout simplement, vous avez besoin d'un type de cerveau différent. Dans vos premières années, la neuroplasticité est essentielle. Votre esprit, tel une boule d'argile molle, se façonne chaque jour par les informations reçues. En grandissant, vous avez une meilleure idée de votre chemin dans la vie, et vos expériences modèlent cette argile en quelque chose de spécifique. Disons, par hypothèse, que la boule d'argile qu'est votre cerveau est façonnée en une tasse. Mais même sous la forme d'une tasse, il ne faut pas verser de café chaud dans de l'argile humide. Alors, que faites-vous? Vous mettez cette tasse dans un four et vous la cuisez pour qu'elle prenne sa forme. À ce moment-là, la tasse perd sa plasticité, sa capacité à être n'importe quoi, et à la place, elle gagne en stabilité. Ce n'est plus qu'une seule chose maintenant, mais elle remplit bien mieux ce rôle qu'auparavant. Un processus similaire se produit dans votre cerveau. Il perd la possibilité d'exister dans le monde du potentiel, mais en échange, il devient quelque chose, ce qui a de la valeur dans une communauté mondiale d'êtres sociaux. Lorsque vous avez parfaitement appris à marcher et à parler, votre cerveau doit jeter les manuels pour marcher et parler pour faire de la place à des exigences plus complexes de l'existence. Mais ce n'est pas parce que tout cela est effacé qu'il n'en reste pas des traces persistantes dans le monde brumeux de votre esprit adulte. Chapitre 9. Le fantôme dans la machine. Parmi les nombreux processus qui fonctionnent dans le cerveau à un moment donné, seuls quelques-uns sont réellement conscients. La plupart agissent en arrière-plan, y compris des compétences apprises comme marcher ou parler, pas seulement les réflexes physiques. On les appelle des mémoires procédurales, et elles font partie de la grande sous-catégorie des mémoires implicites. C'est l'héritage vivant de l'ancien occupant de votre cerveau. Des actions et des réactions enracinées dans votre propre histoire profonde. Des choses que vous faites sans vraiment comprendre pourquoi. Vous êtes nerveux près des chiens, sûrement parce qu'un berger allemand vous a aboyé au visage quand vous aviez 1 an. Vous avez eu des sentiments positifs pour votre mère avant de la connaître, grâce aux liens créés avant même d'être vous-même. La fumée persiste, mais le feu est éteint depuis longtemps. Il ne reste qu'à se demander où tout cela est passé. Chapitre 10. Le nouveau locataire. Tout cela prouve finalement la vérité effrayante que nous évoquions au début de la vidéo. Vous, c'est-à-dire cette masse de souvenirs en perpétuel changement et de synapses en ébullition qui décident collectivement qu'elle est vous, avez toujours, en un sens, été vous. Il suffit de retirer quelques années à votre âge pour une image fidèle. Le premier locataire de la maison en rénovation qu'est votre corps, celui qui a appris à marcher, parlé ses premiers mots et vu son premier lever de soleil, n'est plus qu'un fantôme de données. La sensation vague ressentie en regardant de vieilles photos, ou en écoutant vos parents raconter des anecdotes sur votre enfance. Ils vous ont tout donné, et vous les avez tous tués simplement en venant au monde. La prochaine fois que vous verrez votre reflet dans le miroir, rappelez-vous qu'il n'a jamais été uniquement le vôtre. Peut-être murmurez un petit merci à la personne qui l'a gardé au chaud pour vous durant ces premières années. Peut-être que s'il y a quelque chose après ceci, vous aurez un jour la chance de la rencontrer. Découvrez la fragilité de la mémoire humaine avec l'homme qui est allé chez le dentiste pour un traitement de racines et a perdu la mémoire à jamais,
Ou regardez ceci à la place.